Pas de poudre protéinée, pas de shaker post-entraînement, et pourtant, les athlètes français de 1900 nous impressionnent par leur physique. Aujourd'hui, on plonge dans leur assiette pour comprendre comment elles nourrissaient leur force, avec du bon pain et du bon sens. Nous sommes le 31 janvier 1910 et Georges Hébert nous dit: les avis continuent toujours à être partagés en ce qui concerne l'alimentation, et plus particulièrement sur la question du régime carné. Les uns veulent que la viande soit complètement exclue de tout régime, d'autres au contraire prétendent que la viande est la source de la force, de l'énergie et de la vitalité. La nature nous fournit comme aliments complets le lait, les œufs et les céréales, blé, maïs, etc. Ces aliments contiennent tous les éléments nécessaires à notre développement et à notre entretien. Mais comme ils sont les seuls dans ce cas, il est absolument nécessaire, lorsqu'on ne les utilise pas, de les remplacer par des aliments variés. C'est là précisément dans cette variété ou ce choix des divers aliments que gît toute l'erreur de notre alimentation habituelle. Les proportions des mélanges sont presque toujours fausses. Certains aliments sont pris en excès, d'autres au contraire en trop faible quantité. Abandonné à son propre instinct, l'homme primitif sait parfaitement choisir la nourriture qui lui convient le mieux. Mais cet instinct a complètement disparu ou a été faussé chez les peuples civilisés. Il n'y a pas de loi de la nature plus violée que celle concernant notre alimentation. L'exercice physique est indispensable à la formation et au développement de notre corps, mais il est impossible d'atteindre le plus haut degré de perfectionnement physique si la nourriture prise est irrationnelle. À l'état de nature, l'homme est généralement fort, courageux et bien proportionné sans prendre pour cela beaucoup d'exercice, tout simplement parce qu'il n'utilise pour sa nourriture que des aliments simples et naturels. Il n'en serait pas ainsi s'il absorbait la nourriture habituelle des habitants des villes des pays civilisés. L'usage excessif de la viande est très mauvais, surtout pour les sédentaires qui ne se livrent à aucun genre d'exercice physique. La viande de porc, principalement, ne devrait jamais faire partie d'une alimentation rationnelle. Le porc est peut-être, en effet, le plus malsain de tous les animaux. Il vit presque toujours enfermé dans une étable sans pouvoir prendre d'exercice. Il se vautre dans l'ordure. Sa nourriture se compose de tous les détritus possibles et on le bourre jusqu'à ce qu'il ne puisse plus avaler. Cependant, un grand nombre de personnes mangent presque journellement la viande de cet animal. Elles s'étonnent ensuite d'être malades et d'avoir le sang vicié. N'oublions pas que les règles d'hygiène sont les mêmes pour tous les êtres. Tout être, homme ou animal, vivant renfermé sans prendre aucun exercice et se bourrant d'aliments de toutes sortes, est dans un état de mauvaise santé, et son organisme est rempli de principes morbides. Ce que nous venons de dire pour le porc s'applique également à un grand nombre d'autres animaux de boucherie, qui vivent dans des conditions d'hygiène et de santé absolument déplorables et qui, par suite, ne sont pas sains au sens précis du mot. L'homme, en mangeant de leur chair, peut fort bien attraper certaines maladies, surtout s'il est de constitution peu vigoureuse. Si l'homme ne veut pas adopter complètement le régime végétarien, il ne doit tout au moins manger que le moins de viande possible. Beaucoup de gens se livrent avec ardeur aux exercices physiques dans le but de se développer. Mais il arrive que certains se découragent parce qu'ils ne voient nullement leur force augmenter ni leurs muscles grossir. Ils ne se doutent pas que la cause de tout cela provient de leur alimentation qui est complètement irrationnelle. Comment voulez-vous arriver à développer la musculature d'individus qui se nourrissent principalement de charcuterie, pâtisserie, confiserie, pain blanc, café, thé, condiments divers, sauces variées et de toutes sortes d'autres mets incapables d'aider à la formation des tissus? C'est par suite d'une mauvaise alimentation que la chevelure s'éclaircit, que les dents tombent, que la vue baisse, que l'énergie vitale diminue, etc. La meilleure nourriture est la plus naturelle, mais l'homme est trop esclave de son palais pour s'en contenter. Il préfère subir toutes sortes de maux et même abréger sa vie pour pouvoir satisfaire sa gourmandise. En dehors des erreurs dans le choix des aliments, la falsification si courante des matières alimentaires est une des causes les plus terribles des maux dont nous souffrons aujourd'hui. Aussi, les meilleurs aliments sont-ils les plus simples, c'est-à-dire les fruits, les légumes et les farines entières. Voici donc les mots de Georges Hébert en 1910. Je vais maintenant vous donner mon avis et ce que je pense de l'alimentation des athlètes du début du siècle. À l'aube du XXe siècle, la France est encore majoritairement rurale. On mange local, de saison et souvent ce qu'on cultive soi-même. Les premiers clubs sportifs apparaissent, les compétitions s'organisent, mais la nutrition sportive n'existe pas encore. Pourtant, les hygiénistes comme Georges Hébert ou Philippe Tissier insistent déjà sur l'importance d'une vie saine,
du mouvement, de l'air pur et une nourriture naturelle. L'athlète est d'abord un homme fort, bien portant, pas un produit de laboratoire. Alors, que mettaient-ils dans leur assiette ces champions d'un autre temps? Commençons par les bases. Du pain, beaucoup de pain, souvent complet, parfois au seigle. On accompagne ça de légumes, pommes de terre, choux, carottes et de fruits quand c'est la saison. Les protéines viennent des œufs, du fromage, un peu de viande pour ceux qui en ont les moyens. Les plus aisés mangent du bœuf, les autres se contentent d'un peu de porc ou de volaille le dimanche. Les légumineuses sont essentielles. Lentilles, pois cassés, haricots secs. Elles remplissent l'estomac et tiennent au corps. Et à boire? De l'eau bien sûr. Parfois une tisane et souvent du vin coupé d'eau. Oui oui, même chez les sportifs. Et avant une épreuve, pas de gel énergétique. Un bouillon, un morceau de pain, une figue sèche peut-être, et en route. Pour vous donner un exemple, je vais vous lire le témoignage de Nelson, célèbre pugiliste, qui nous fait part de ses idées, dans l'article Une vie simple dans le journal L'Éducation physique. Je n'ai pas passé plus de 2 semaines à me préparer à la bataille la plus rude de ma vie. La raison qui m'a permis d'être prêt en beaucoup moins de temps est que je suis intempérant. Celui qui fume et boit avec excès a besoin d'une préparation beaucoup plus longue. Je me lève à 7 heures tous les matins, je fais une promenade de 20 minutes avant de déjeuner à 8 heures. Ce déjeuner se compose de 2 œufs à la coque peu cuits, d'une assiette d'oatmeal, bouillie et farine d'avoine, d'une tartine grillée, d'un peu de marmelade de pomme et d'une tasse de thé vert léger. 1 heure de repos après le déjeuner, puis une vigoureuse friction et une douche froide. Au repas de midi, une soupe, de l'agneau, du bœuf ou du mouton rôti, 2 ou 3 légumes, des fruits et une tasse de thé vert. J'ai foi surtout dans les vertus d'un entraînement au grand air. Je suis persuadé qu'une demi-heure de travail au dehors vaut bien 1 heure de travail à l'intérieur. L'entraînement est un plaisir, et je varie quotidiennement mes exercices et mes menus. Je suis un partisan décidé des légumes et des fruits pour ce que l'entraînement poussé à un certain degré donne au corps affiné une prédisposition fiévreuse qu'encourage un régime de viande non mitigé de légumes. Ne mangez pas beaucoup le soir et passez les heures qui suivent avec gaieté d'esprit. Il est défendu à l'homme qui s'entraîne de se faire du souci. Je me couche à 21h30. Si comme moi vous avez décidé de mener votre vie selon les principes de la méthode naturelle, malgré quelques écarts de temps en temps il faut bien l'avouer, je vais vous donner quelques pistes autres que les éternelles frugalité, sobriété, qui sont les maîtres mots de l'alimentation selon Georges Hébert. Je vais vous donner quelques points à suivre. Premièrement, une alimentation simple, naturelle et sobre. On prône une nourriture la moins transformée possible, proche de ce que la nature nous offre directement. Ensuite, la modération. On insiste sur l'idée de ne pas manger en excès, même si la nourriture est saine. On va privilégier les produits naturels et locaux, les fruits, légumes, céréales complètes, lait, œufs, viande maigre, poisson, en privilégiant ce qui est de saison et disponible localement. Pour l'hygiène alimentaire, on défend l'importance de repas réguliers, d'une mastication soignée et on évite les excitants, l'alcool fort, tabac, etc. On évite les aliments raffinés, notamment le sucre blanc, la farine blanche et les produits trop transformés. Et pour finir, on fait le lien entre l'activité physique et la nutrition. On considère que l'alimentation doit être adaptée au mode de vie. Plus on est actif physiquement, plus les besoins alimentaires doivent être pris en compte. Comme on le disait dans l'article précédent, si on n'a pas d'activité physique, on n'a pas besoin de manger autant de viande que ce qu'on fait actuellement. Les figures de l'éducation physique ne laissaient rien au hasard. Georges Hébert prône une alimentation frugale, naturelle, dépourvue d'artifice. Il écrit « Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger ». Edmond Desbonnets, célèbre pour ses magazines de culture physique, recommande la modération et critique les excès bourgeois. Alors non, les champions de 1900 n'avaient pas de diététicien, ni de pilule miracle. Mais leur force venait d'une vie sobre, active et d'une alimentation aussi simple que solide. Et peut-être qu'aujourd'hui, on aurait intérêt à s'en inspirer un peu. Une miche de pain, un bon bol de lentilles, et au boulot!